À Yaoundé, c'est la même heure en Nguibassal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au grand format de l'information Subi News One. Au sommaire de cette édition du jeudi 23 avril 2026, Société de recouvrement des créances du Cameroun, il était question ce jour d'optimiser la gestion de ces créances publiques. La société, la SRC, a tenu son conseil d'administration cet après-midi à Yaoundé sous la présidence de son président du conseil d'administration, Robert Bapor-Lipote. À l'ordre du jour, le bilan des activités et la définition des orientations stratégiques pour l'avenir de la structure. Et puis, justice transitionnelle, l'Afrique centrale planche sur la question. Ouverte ce matin à Yaoundé, une consultation régionale réunit jusqu'à demain experts et acteurs institutionnels. Il est question de mettre sur pied un plan d'action régional et renforcer les capacités étatiques et non étatiques. Une initiative portée par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et de l'Union africaine. Nous en parlerons avec Franck Mpek. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Le développement de ces informations et bien d'autres, c'est tout de suite derrière. Ouvrons ce journal avec le conseil d'administration de la SRC. Ce jeudi 23 avril a été question autour du président de son conseil d'administration, Bapor-Lipote, d'opérer une objectivité de cette réunion et d'en faire le point des activités. La société a donc résolu de définir les orientations stratégiques pour l'avenir de son fonctionnement. Lucien Bala signe le reportage. Au cours de cette séance, les administrateurs ont examiné les résultats financiers de la SRC pour l'exercice écoulé. Les chiffres présentés ont montré une progression significative des recouvrements grâce à l'efficacité des équipes et à la mise en œuvre des stratégies innovantes. Nous avons pu analyser l'impact managérial de la direction générale et surtout les performances réalisées au niveau international, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un arrimage institutionnel sur le plan international qui s'est matérialisé par la formation qui a eu lieu au niveau de la SRC conjointement avec l'Interpol au Cameroun. Le conseil a également félicité l'équipe de direction pour les résultats obtenus et l'a encouragé à poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs fixés. Nous avons vu que les performances de l'entreprise sont bonnes et que le management de Madame Directeur Générale prend en considération les instructions du conseil d'administration. Voilà pourquoi nous tenons une fois de plus à féliciter Madame Directeur Générale pour le travail qu'elle fait au quotidien avec tout le personnel de la SRC. Pour une meilleure efficacité, le président du conseil d'administration a exhorté l'ensemble du personnel de la SRC à travailler en équipe. Mais nous avons également appelé l'attention des collaborateurs de Madame le Directeur Général sur les actes qui peuvent être posés et qui peuvent bien évidemment porter atteinte à la notoriété de notre entreprise. Et sur ce point, le conseil s'engage à prendre ses responsabilités et à exiger que le respect de l'éthique institutionnelle soit observé par tous ceux qui sont au service de la SRC. Pour l'année en cours, le conseil d'administration prévoit le renforcement de la présence de la SRC sur le marché national et international pour une meilleure gestion des avoirs et des créances. Sur les détails des félicitations adressées à l'équipe de la RC, tenue par le président de son conseil d'administration, Robert Bapor-Lipote, je vous invite à l'écouter dans cet extrait sélectionné par Lucien Bala. Nous sommes un instrument de l'État et nous tenons à appliquer la vision du chef de l'État en ce qui concerne la gestion de nos avoirs et même le recouvrement des créances. Cette action est bien évidemment inscrite dans une démarche du gouvernement qui, il faut le savoir, est bien organisée par des principes majeurs de rigueur, de moralisation, dont la direction générale a été une fois de plus
invité à toujours sauvegarder ses acquis. Cette institution qui n'était pas connue de l'opinion publique et même internationale porte aujourd'hui une autorité respectée parce que nous avons à la tête de la SRC une directrice générale qui donne le meilleur d'elle-même pour satisfaire les attentes du chef d'État. Nous sommes les ouvriers de la nation, nous sommes au service d'un idéal de développement de notre pays et c'est le travail qui est fait au niveau de la SRC. Il ne faudrait donc pas individualiser et aller dans des attaques qui consistent à affaiblir le leadership de la SRC. D'où la mobilisation de tout le conseil d'administration dans l'encadrement de Madame le Directeur général parce qu'elle fait un travail qui, en réalité, satisfait les attentes du conseil d'administration. Après les créances, parlons à présent de microéconomie, plus précisément de ce forum sur les questions économiques de Yaoundé qui s'est officiellement ouvert ce jour avec la thématique centrale reflétée autour de la SND 30, rencontre de Yaoundé. Ce rendez-vous stratégique a tenu à évaluer sans détour la SND 30, la feuille de route de développement camerounais pour transformer les théories de croissance en résultats concrets. Monique Bamio a assisté à la première journée de ce forum. Elle nous en donne la teneur dans cet élément. Un protocole de fer pour une ambition de marbre. Sortir la SND 30 des tiroirs administratifs. Ce jour à Yaoundé, experts, société civile et décideurs publics ont investi le Conseil économique et social. L'objectif de ce premier forum sur les questions économiques étant de disséquer la stratégie nationale de développement pour en accélérer la mise en œuvre. À l'antenne, nous nous contentons de poser des questions de journalistes par rapport à un sujet économique qui domine l'actualité. Mais ici, nous laissons la place aux experts, à tous ceux qui gravitent autour de la SND 30, à tous ceux qui travaillent dans ce vaste chantier. On leur laisse la place pour qu'ils puissent faire des propositions. C'est un forum qui est en réalité un réceptacle d'idées, un réceptacle de propositions pour mettre notre pays sur les rails du développement. Énergie, décentralisation, ressources humaines et surtout import-substitution, 4 piliers passés au crash test. Une démarche de vérité validée par l'institution haute qui y voit un outil de pilotage nécessaire. Il s'agit de voir ce qui a marché pour renforcer les actions dans ce secteur, sur ces leviers, et ce qui n'aurait pas marché pour faire des propositions d'amélioration à l'attention des dirigeants. Nous ne sommes pas un forum de décision, nous sommes un forum de proposition. Au cœur de l'événement, la dédicace des tomes 1 et 2 du manuel sur les questions économiques, 2 tomes, 40 entretiens, une véritable radiographie de l'économie nationale pour ne plus avancer à vue. C'est un ouvrage en 2 tomes, tome 1 et tome 2, qui se propose un peu d'être un aide-mémoire. C'est un recueil des entretiens que nous avons eus sur le plateau. Nous en avons 200. L'émission a 5 ans, nous en avons 200. Ce qu'on a voulu ressortir dans cet ouvrage, c'est d'abord le fait que c'est un outil d'aide à la décision. À la fois qui intéresse une pléthore de structures, de personnes. Après la cérémonie protocolaire, place au débat. Face aux représentants des ministères clés, l'exigence de matérialisation prime. Car ici, la réussite de la SND 30 ne se jugera pas à la qualité de l'échange, mais à la réalité des chiffres. Quant à lui, le forum économique sur l'import-substitution avec les pays d'Amérique latine s'est refermé aujourd'hui. Les investisseurs brésiliens se disent prêts à s'installer au Cameroun dans les prochains jours. C'est l'une des informations majeures issues de la cérémonie de clôture tenue à cet effet dans les locaux du conseil régional du centre où les travaux se sont déroulés durant 3 jours justement.
Autre annonce à retenir, des opérateurs camerounais seront sélectionnés pour des visites techniques et découvertes d'outillage dans plusieurs pays d'Amérique latine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de justice transitionnelle. La ville de Yaoundé abrite ces 23 et 24 avril 2026 la consultation régionale sur la justice transitionnelle en Afrique centrale, sous l'égide du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, de l'Union africaine et de nombreux autres partenaires. Les travaux de Yaoundé visent, entre autres, à mettre sur pied un plan d'action régional, à renforcer la capacité des acteurs étatiques et non étatiques sur la conception et la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Franck Mpek nous en dit davantage. Le gouvernement qui va lancer des travaux. Durant 2 jours, Yaoundé se mue en capitale régionale de la justice transitionnelle, ce à l'effet de la consultation régionale en Afrique centrale que le pays abrite ces 23 et 24 avril 2026. En présence de plus de 40 participants au rang desquels les représentants de 7 pays de l'Afrique centrale, les travaux de Yaoundé se tiennent dans un contexte assez particulier. Cette fois-ci, cette consultation intervient dans un cadre particulier. C'est le cadre qui fait suite à l'adoption par l'Union africaine d'une politique continentale sur la justice transitionnelle et en établissant en même temps le groupe de référence sur la justice transitionnelle en Afrique. Pour les organisateurs, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, l'Union africaine et nombreux autres partenaires, l'objectif ici est non seulement d'élaborer un plan d'action régional pour la mise en œuvre de la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine en Afrique centrale, mais aussi de promouvoir la collaboration sur-régionale entre les parties prenantes en vue d'un impact durable. Alors la réunion d'aujourd'hui, c'est comme celle qu'on a eue dans d'autres régions, c'est pour aider également la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à disposer d'une politique régionale de justice transitionnelle et aider les États membres de l'Afrique centrale qui ont connu des situations difficiles à pouvoir se parler, mettre en place des mécanismes qui permettraient de renforcer la réconciliation nationale. L'État du Cameroun, partie prenante de cette consultation, représenté par son ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, encourage l'initiative dont les fruits seront utiles à toute la sous-région Afrique centrale. La justice transitionnelle vient à côté de la justice professionnelle, c'est-à-dire la justice judiciaire dans nos palais de justice. Elle doit être implémentée parce que c'est une autre forme alternative de justice qui réconcilie les communautés, qui réconcilie les peuples, qui n'est pas là simplement comme une justice punitive. À l'issue donc de la consultation qui s'achève ce 24 avril, les participants auront adopté un plan d'action régional, renforcé leur appropriation des instruments africains de justice transitionnelle et établi des engagements concrets en faveur d'une coopération régionale soutenue. Parlons à présent de politique ou précisément de couverture médiatique en période électorale. À l'approche des prochaines échéances électorales, la question de l'accès à une information fiable et équilibrée devient centrale. C'est dans ce contexte que s'est tenu ce jeudi un atelier de formation dédié aux journalistes dans la ville de Yaoundé. Une vingtaine de professionnels de médias venus des régions du centre, du sud et de l'est ont participé à ces travaux. Ils ont été outillés sur les enjeux liés à la couverture des élections justes et transparentes. Au menu de cette session de renforcement de capacité, les techniques de collecte et de vérification de l'information en période électorale, la maîtrise du cadre juridique et institutionnel qui encadre les scrutins au Cameroun, ainsi que le rôle de sentinelle que doivent jouer les médias face à la désinformation et au discours de haine. Pour conduire cet atelier, les organisateurs ont fait appel à des experts reconnus, notamment le journaliste à l'Est Gustave Azébazé et Hilaire Kamga, spécialistes des questions électorales. Ces derniers ont partagé leurs expériences et les outils avec les participants. Cette initiative, portée par un consortium d'organisations de la société civile, a mis en exergue l'enjeu pour les prochaines échéances. Pour ces acteurs,
Il était question de contribuer à un environnement médiatique plus professionnel, gage de transparence et de crédibilité pour l'ensemble du processus électoral. Sur le principe de cette formation, je vous propose de regarder à ce propos Dr Ile Kamga, spécialiste expert des questions électorales. Ici, de permettre aux journalistes de s'approprier effectivement de ces notions fondamentales qui leur permettent d'assurer un bon traitement de l'information, de comprendre certaines spécificités du droit électoral camerounais, sous le prisme du droit électoral de manière fondamentale, de la science électorale de manière générale, et de comprendre les spécificités du droit électoral camerounais pour ce qui est des différents types d'élections, qu'il s'agisse des élections présidentielles ou des élections locales, et des élections législatives ensuite et sénatoriales, de permettre de comprendre ce que c'est que la démocratie de manière fondamentale et quels sont les éléments qui permettent de qualifier une élection de démocratique. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par élection? Dans quel cadre ça se situe par rapport au pouvoir? La notion de l'État, toutes ces différentes notions devraient être mieux maîtrisées par les journalistes pour une bonne gestion de l'information en matière. Et vous ne pouvez pas ne pas comprendre la démocratie, comprendre ses piliers, les piliers de la démocratie, les fonctions même des élections, simplement. Ne pas comprendre ce qui structure ce qu'on appelle l'état de droit. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas une bonne maîtrise de cela, vous ne pouvez pas traiter de l'information en matière électorale. L'électoral, c'est comme les autres dimensions du droit, avec leur spécificité, leur technicité. Et c'est pas tout le monde qui peut manipuler. Donc, par exemple, il faut que les journalistes comprennent ce que c'est qu'une population, les citoyens, la différente population et habitant sur un territoire, qu'on comprenne ce que c'est qu'un corps électoral, un collège électoral, un électorat, ces différentes notions, la liste électorale, fichier électoral, liste électorale nationale, tout ça c'est des spécificités qu'il faut comprendre pour mieux traiter l'information. Et il fallait leur expliquer du point de vue du constitutionnel, c'est-à-dire même si le droit électoral n'est pas constitutionnalisé, il y a des éléments du droit électoral camerounais qui sont constitutionnalisés, notamment la participation, le droit à la participation. Et j'aime rappeler que le constituant camerounais a fait de l'acte de vote un droit obligatoire. Le vote est obligatoire au Cameroun, ce que beaucoup de journalistes, et même des citoyens, et même des experts, même des juristes ne savent pas, que le vote est obligatoire au Cameroun, c'est le choix qui est libre. Parlons d'autre chose à présent. Le Palais des Congrès de Yaoundé abrite ce 23 et demain 24 avril 2026 la conférence annuelle des services centraux du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, placée sous le thème « Renforcer l'autonomisation des femmes et des familles dans un contexte marqué par les fléaux sociaux émergents ». Sur ce point, à la fin de la première journée de cette rencontre, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abenaondoa, s'est positionné par rapport à la loi qui est en instance par rapport contre les féminicides. Elle a décrié que le fléau se veut persistant depuis le début de l'année au Cameroun. On l'écoute dans cet extrait. Intervention. Je dis qu'il y a au moins une trentaine de cas de féminicide parce que tuer est devenu un geste banal. On n'a plus peur d'ôter la vie, surtout d'ôter la vie à celle qui la donne. Donc nous condamnons avec la dernière énergie ces atrocités. Et laissez-moi vous rassurer que avec la participation et la collaboration de d'autres administrations et des partenaires techniques et financiers, nous sommes en train d'élaborer un projet de loi et pour réprimer, on l'adopte, pour réprimer les violences faites aux femmes et aux filles. Et nous espérons que cette loi va aboutir. Elle est déjà à un niveau assez avancé. Nous espérons qu'elle sera adoptée dans les prochains mois. Il est donc question, cette fois, que nos collaborateurs intègrent ces données. Le 24 avril 2026, c'est-à-dire demain vendredi, marque le début du 4e recensement général de la population et de l'habitat, couplé à celui de l'agriculture et de l'élevage. Pendant plus d'un mois, jusqu'au 21 mai prochain, des agents en recenseur vont sillonner les 10 régions du pays. Leur mission principale est collecter des données actualisées sur la population et l'habitat pour savoir combien sommes-nous au Cameroun, où vivons-nous précisément et dans quelles conditions nous vivons. Ces chiffres sont cruciaux et déterminants car ils permettront à l'État de mieux planifier les politiques publiques
écoles, hôpitaux, routes, adduction d'eau, etc. Le dernier recensement date, on le rappelle, de 2005. Les autorités appellent donc chaque ménage à réserver un bon accueil aux agents recenseurs identifiables par le badge et leur chasuble, ainsi que leur smartphone pour la digitalisation de l'opération. La participation de tous est essentielle pour la réussite de cette opération d'envergure nationale. Faisons un tour du côté de Kribi où se poursuit le salon du développement local SAIDEL. On parle d'innovation, on y parle de décentralisation et de bilan stratégique au cœur de cette 4e journée. Ce jeudi 23 avril 2026, la 4e journée du salon des acteurs économiques et du développement local a été marquée par une série de conférences de haut niveau mettant en lumière les enjeux de construction durable, de la gouvernance locale et du développement économique. La première articulation de cette journée s'est concentrée sur le thème construction durable et innovation technologique, animé par les experts du cabinet Labogénie. Les échanges ont permis de mettre en avant les solutions innovantes pour une urbanisation plus résiliente et respectueuse de l'environnement. Dans la continuité, un entretien exclusif a été accordé par Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi, autour du thème Port autonome de Kribi 8 ans après. Le dirigeant a dressé un bilan globalement positif, soulignant les avancées significatives de cette infrastructure stratégique devenue un levier majeur de l'émergence économique du Cameroun. La journée s'est poursuivie avec une conférence axée sur décentralisation et développement économique local. Réunissant plusieurs acteurs institutionnels, le ministère de la décentralisation et du développement local était représenté par Joseph Mpat, délégué départemental pour l'océan. D'autres contributions notables ont enrichi les débats. Les représentants de l'Agence d'électrification rurale, AER, ont aussi brillé par des contributions assez importantes. Ces échanges ont mis en exergue le rôle clé de la décentralisation dans l'accélération du développement territorial ainsi que l'importance des infrastructures de base, notamment l'électrification rurale. Au fil des journées, le SAIDEL 2026 confirme son statut de plateforme incontournable où institutions, experts et acteurs économiques conjuguent leurs efforts pour proposer des solutions concrètes en faveur du développement local au Cameroun. Après ce passage à Kribi pour le développement local, si nous parlons un peu de culture, précisément du palais pour réanimer l'héritage Ekan. 6 ans après l'appel de Monseigneur Jean Mbarga invitant le peuple Ekan à réaffirmer son identité, le projet du palais de la culture du peuple Ekan sort de l'ombre. Porté par une nouvelle dynamique saluée en la personne d'Alain Zanga, ce futur édifice veut accueillir des reliques, coutumes et rituels du peuple Ekan que l'Église se dit prête à transmettre et redonner souffle aux valeurs ancestrales à travers des symboles forts. Gladys Thérèse Ngondor nous en dit davantage sur cette curiosité culturelle. Le Palais de la Culture de 10 000 places dédié à la préservation, la valorisation et la transmission de l'identité des peuples Ekan va bientôt voir le jour. Le projet né en 2018 d'un appel lancé par Monseigneur Jean Mbarga qui exhortait le peuple Ekan à valoriser sa culture a mûri. Les porteurs de l'initiative ont rappelé l'urgence d'un cadre capable d'accueillir les reliques, costumes et rituels que l'Église se dit prête à transmettre à l'ensemble de la communauté Ekan. Les Ekans, c'est un grand peuple, c'est un ensemble de grandes sous-familles. Et c'est pour cette raison que nous le proposons aujourd'hui. Les dispositions au terme du projet sont faites, les contacts et les accords, le dossier il est en marche, mais il était de bon ton que la chefferie traditionnelle, que le village soit imprégné et non plutôt que le village soit surpris. Donc aujourd'hui il était question qu'on mobilise le village pour venir impulser le dernier souffle qu'il faut pour qu'on aille vers l'aboutissement de la pose de la première pierre. Il est question d'insister sur la nécessité de remettre sur orbite l'héritage laissé par les parents. C'est vrai quand même qu'il faut reconnaître qu'on perdait déjà. Mais nous sommes une nouvelle dynamique aujourd'hui qui veut remettre sur orbite tout ce que nos parents nous ont légué. Et nous pensons qu'avec l'initiative qui a été prise aujourd'hui, je profite même de cette occasion pour remercier Alain Zanga, ce jeune dynamique qui a pris le courage
de relancer cette initiative afin que nous puissions remettre sur pied les valeurs ancestrales de nos parents. Au-delà du bâtiment, le projet porte une ambition identitaire forte. Elle se matérialise notamment dans le pain écan, présenté comme la future marque de fabrique du peuple. Tout peuple doit avoir sa marque de fabrique. Ailleurs, vous avez le bogolan, ailleurs, vous avez le ndop, ainsi de suite. Maintenant, le pain enti est le plus représentatif de la communauté Fangbeti parce que ce n'est pas un pain anodin. Ce pain parle à travers les couleurs, à travers l'habillage, à travers les symboles qui sont là. L'unité affichée par les organisateurs a marqué les esprits. Je m'en réjouis parce que nous avons le groupe le plus fort, si j'ose le dire. Nous sommes très soudés. Nous travaillons ensemble et chacun montre que nous sommes unis. C'est grâce à cela que nous avons pu faire cet événement aussi grandiose. Le Palais de la Culture est pensé comme le socle d'une renaissance culturelle, le lieu où les valeurs ancestrales du peuple écan retrouveront voix et visibilité pour les générations futures. Ouvrons le carnet noir de ce 19h30 pour dire que Jean-Pierre Biéti-Biessam n'est plus. L'ancien haut commis de l'État est décédé à l'âge de 76 ans, un peu plus tôt, ce 23 avril 2026. Journaliste de formation, il a marqué le paysage médiatique camerounais avant d'occuper de hautes fonctions administratives. Ancien ministre de la Communication, puis ancien ministre des Postes et Télécommunications, il a plus récemment servi l'État comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de l'État d'Israël, fonction qu'il a exercée de 2018 à février 2026. Portrait de ce haut commis de l'État dans cet élément que signe Fabiola Achama. Né le 20 juillet 1949 en Voula, près des Bolova, Jean-Pierre Biéti-Biessam a débuté sa carrière dans la presse écrite. Formé à l'école supérieure de journalisme de Yaoundé, il rejoint Cameroun Tribune, puis la CIA TV, où il dirige le service de l'information au début des années 1990. La bascule vers l'administration est progressive. Conseiller technique chargé de mission à la présidence, secrétaire général au ministère des Postes, il gravit des échelons sans bruit. En 2009, le président de la République, Paul Biya, le nomme ministre des Postes et Télécommunications. Il occupera ce poste jusqu'en 2015. Puis vient Israël. Par décret présidentiel du 31 mai 2018, il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Tel Aviv. Un poste stratégique. La coopération sécuritaire entre le Cameroun et Israël est réelle, profonde, même si discrète. Il y reste jusqu'en février 2026. Jean-Pierre Biéti-Biessam était aussi auteur. En 2004, il publie Cameroun, complot et bruit de bottes aux éditions L'Harmattan Cameroun. 120 pages sur les turbulences politiques du pays. Jean-Pierre Biéti-Biessam laisse derrière lui une carrière intellectuelle réelle, croix, doctorat, des fonctions techniques au sommet de l'État, une présence dans les débats sur le numérique camerounais. Prenons cet élément en sport pour parler de football féminin, Guinness Super League. Journée 10 donc pour cette compétition et Bolova conforte son trône dans une journée très disputée. La 10e journée du championnat national de football féminin a livré un ensemble de résultats serrés après plusieurs partages de points et quelques victoires importantes dans la course au classement. Une journée globalement équilibrée, marquée aussi par un nouveau succès du leader. Ita Bon a donné à Gaïfa 3 buts à 1. AS Dibamba s'est neutralisé avec Authentique FC 2 buts partout. Match nul aussi entre Éclair FF et Amazon FAP 1 but partout. Diaspora remporte une victoire précieuse sur le score 2 buts contre 1. Face à Louvre Minprof, l'équipe FC se fait tenir en échec 0 but partout par Cyclone FC. Solide et efficace, FC et Bolova a encore fait partie.
a encore fait parler son réalisme en s'imposant sur la plus petite des marges. Ce nouveau succès permet au club de conserver la tête du championnat et d'affirmer un peu plus son statut de leader. Entre les matchs nuls accrochés comme AS Dibamba, Authentique FC, 2 buts partout, ou Éclair FC, Amazon FAP, 1 but partout, et les victoires à l'arraché comme celle du Dia Sport face à Louvre Minprof, la 10e journée confirme une compétition très discutée à tous les niveaux. Une chose est sûre et certaine, la bataille continue, mais Ebolova reste solidement installé en haut du classement. C'est sur cette information en football féminin que nous refermons le 19h30 de ce jeudi 23 avril 2026. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous laisse en compagnie des programmes de BNews One. Tout à l'heure, lorsqu'il est 21h, retrouvez Franpec à la présentation d'une émission sportive dédiée au football féminin, football Guinness Football Club. Franpec. Vous le retrouverez dès demain lorsqu'il est 19h30 pour l'édition du journal du soir pour le week-end. Bon week-end.